ils ont fait n'importe quoi. L'argent, les blessures, les choix de carrière complètement ésotériques. D'autres ont même tourné dans des vidéos OnlyFans. Voici le top 10 all-time des joueurs qui ont gâché leur carrière. La vidéo, vous allez le voir, elle est pleine de tendresse. J'ai beaucoup d'amour pour ces trajectoires brisées. Et justement, j'ai une question à vous poser. Si je vous demande le joueur qui vous vient spontanément à l'esprit quand vous pensez à une carrière gâchée, à une carrière ruinée, je veux bien qu'on en parle dans les commentaires. Moi, je me suis posé la question avant stop et je vous avoue qu'il y a un ou deux noms qui sont arrivés immédiatement. N'hésitez pas à claquer un petit pouce si vous voulez soutenir ce type de contenu. Vous abonner également pour ne rien manquer de la suite de la saison. Et on se retrouve juste après un petit mot du sponsor. Oli est le sponsor de cette vidéo. Ça y est, c'est l'automne, il fait nuit tôt, mais il faut continuer à bien s'hydrater, que ce soit en match ou tranquillement devant son canapé. Et ça tombe bien, Oli te propose 4 gammes venues tout droit du turfu. Ice Tea en mode détente, énergie pour te donner un gros coup de boost, hydratation pour les sportifs et milkshake pour ceux qui ne se refusent de rien. Perso, ma gamme préférée c'est hydratation après le sport ou après une nuit très courte à regarder du tennis. J'aime aussi beaucoup la gamme énergie quand il s'agit de survivre à un Opelka Pechi Pericard par exemple. Oli utilise une caféine cristallisée qui évite le crash post-caféine et avec leur système de sachets et même de grands pots, tu économises sur les emballages et tu peux être ultra flexible pour préparer ta boisson en déplacement. Pas de sucre ni de taurine dans leur recette, des antioxydants et le plein de vitamines dans leur gamme Ice Tea, Oli te garantit une hydratation sereine. Pour découvrir leur offre, je te conseille vivement le pack découverte qui est gotesque. Avec ce pack, tu pourras apprécier et te faire une idée sur toutes leurs formules et tu as aussi une offre jusqu'au 13 octobre. Il va falloir aller vite là pour profiter du calendrier de l'Avent. Ça peut être un cadeau de Noël très sympa pour ta famille. Dans la description et en commentaire épinglé, tu as mon petit lien avec 2 codes promo SV, donc c'est 10% pour toutes les commandes que tu effectueras sur le site Oli, et SV5 si c'est ta toute première commande, ça t'offre 5 € de réduction directe. Alors un grand merci à Oli de me permettre de produire ce type de contenu. Chaque achat via mon lien soutient activement Service Volé. Allez, on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo et on attaque avec le 10e de ce classement. Et ça y est, je commence déjà à tricher. J'ai mis Marat Safin et Marcelo Rios. Je suis physiquement incapable de les séparer ces deux-là parce qu'on parle de 2 ultra talentueux fêtards qui ont accompli de grandes choses et en même temps ils auraient pu faire tellement plus. Alors on parle de Marat Safin, numéro 1 mondial, il a remporté 2 grands chelems, l'US Open en 2000 et l'Open d'Australie en 2005 en battant s'il vous plaît Ultra Prime Roger Federer en demi-finale en sauvant une balle de match dans le tie-break de la 4e manche. Un revers extraordinaire du côté de Marat Safin, une propension aussi à s'envoyer des giga-cuites la veille de finale de Grand Chelem, tout à fait extraordinaire. Par ailleurs, on se souvient de cette finale à l'Open d'Australie en 2002, donc le gars il part en soirée la veille, il se retrouve le lendemain, il joue Thomas Johansson qui est la moitié du quart du 18e de son talent, il est encore manifestement bourré, je sais pas ce qui se passe, il y a 3 Safinettes dans les tribunes, il dit que c'est ses sœurs, enfin voilà, Marat Safin, le gars qui aurait dû remporter 4, 5, 6, 7 grands chelems et être certainement dans la conversation pour être un, allez, top 12, top 13 all-time, je sais pas s'il aurait pu vraiment toquer à la porte du top 10 parce qu'il faut avoir remporté 8 grands chelems, mais une hygiène de vie décadente, il a fait n'importe quoi, pas la rigueur aussi, pas la motivation pour rester au sommet pendant des mois et des mois. Voilà, il a été numéro 1 mondial très tôt dans sa carrière et ensuite il a explosé en termes de motivation. Et évidemment, quand tu as une hygiène de vie cataclysmique, à ton corps il se fait exploser par les blessures. Marcelo Rios, quand t'es le seul numéro 1 mondial de l'histoire à ne jamais avoir remporté de grand chelem, déjà tu sens qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Larry Stefanski en avait parlé dans une interview donnée à Tennis Podcast. En fait il a dit Marcelo Rios, un des plus grands talents de sa génération, un des plus grands talents de l'histoire du tennis. Il est arrivé numéro 1 mondial, et derrière, en fait, c'était le vide. Il a eu l'impression de déjà tout accomplir. C'était sa destinée. En plus, le gars, il est chilien. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas un tennis chilien historiquement qui est super fort. Donc, il est arrivé sur le toit du monde, puis c'est un petit peu perdu. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est la tête à claque, lui, originelle. Et on se souvient tous de sa finale à l'Open d'Australie en 1998 contre Petr Korda. C'est un refus de jeu. Il fait n'importe quoi. Un gars incoachable, complètement fou sur le court et en dehors, et un véritable, lui, un véritable talent gâché, parce que son talent pur, ça méritait au moins 2, 3, 4 grands chelems. Le numéro 9 de ce classement n'est autre que Donald Young, et là, pour les fans de tennis hardcore de ces 15 dernières années, c'est un nom qui résonne forcément en vous. C'était présenté Donald Young comme la relève du tennis américain, tout simplement, après les Agassi, après les Sampras, et même en fait après la génération dorée des McEnroe, des Connors. Donald Young, il est présenté comme
Bah voilà, le gars qui va ramener plusieurs grands chelems aux États-Unis. C'est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire chez les juniors devant Richard Gasquet. Il remporte l'Orange Bowl moins de 16 ans et en fait ce qui se passe, et ça en fait on va s'en rendre compte sur la distance, c'est qu'il passe pro à 15 ans simplement. Et c'est beaucoup trop tôt. Il est poussé par les marques, il est poussé par son entourage, par ses parents, manifestement. En 2007, il a 18 ans, donc il arrive déjà dans les 100 premiers mondiaux. Il arrive au 3e tour à l'US Open, et là vous imaginez, on est en 2007, la machine à hype qui s'emballe, toutes les marques qui veulent signer la future gigastar du tennis ricain. Le problème c'est que les années d'après, il va avoir beaucoup de difficultés à assurer la transition challenger circuit principal, et en réalité on le voit très peu en Europe, en Asie, il joue beaucoup aux États-Unis, donc ça montre déjà que c'est un gars qui a pas trop envie de voyager, c'est un gars qui peut-être subit une pression qui est beaucoup trop forte. En 2011, ça aussi on s'en rappelle, la machine à buzz qui va être complètement relancée parce qu'il fait un 8e de finale à l'US Open, sauf que l'année d'après, patatras, tenez-vous bien, tenez-vous à votre chaise, il accumule 16 premiers tours consécutifs en 2012. Alors on le reverra en 8e de finale en 2015 à l'US Open, en battant notamment Gilles Simon, mais ça, c'était le chant du cygne. Là, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est joueur de pickleball. Il est joueur de pickleball avec Eugénie Bouchard. C'est terrible. Et donc ça, c'est le cas iconique, je trouve, d'un gars qui a été annoncé beaucoup trop tôt comme une nouvelle star et qui n'a pas su assurer cette giga hype. Aujourd'hui, on parle de Fonseca par exemple, et on verra ce que le Brésilien est capable de faire sur les prochaines années. Et quand on parle aussi de pression médiatique, de précocité, moi je pense à Aaron Krickstein. Je voulais en parler dans ce top parce que ce gars-là, c'est le plus jeune top 10 de l'histoire du tennis. Il avait 17 ans simplement, plus jeune d'ailleurs, vainqueur d'un tournoi ATP à 16 ans. C'est un petit gars qui venait de l'école Bollettieri, qui était connu pour former des champions, mais aussi pour écraser physiquement des adolescents, donc il y a eu beaucoup de casses, il y a eu des succès, Agassi étant le plus fantastique d'entre eux. Alors il va faire une belle carrière, il va faire 2 demi-finales en Grand Chelem, mais les promesses générées par son début de carrière, quand tu les compares à ce qu'il a réalisé pendant sa carrière, clairement, il y a un gap. Le 8e joueur de ce top n'est autre que Gaël Monfils, qui arrêtera sa carrière en fin d'année prochaine, un des athlètes les plus explosifs de l'histoire du tennis. Sans déconner. Le capital physique qu'il avait ce gars-là, l'explosivité, oh là là, mais par contre, au service de la défense, au service de la lime, à 4 mètres de sa ligne de fond, aïe 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 aïe, une couverture de terrain tentaculaire, fantastique, une capacité d'accélération phénoménale en coup droit, et c'est pour ça qu'il aurait dû jouer plus offensif, il avait toutes les armes pour être beaucoup plus offensif, beaucoup plus conquérant. Le problème de Gaël, c'est qu'il kiffait être très loin, défendre et faire kiffer les gens avec des défenses spectaculaires. C'était son délire. En junior, on rappelle, Gaël, en 2004, il fait le petit Chelem junior, il est champion du monde junior, il est top 50 en 2005, il est en tout début de carrière, et la voie à ce moment-là, elle semble toute tracée vers un grand chelem. Là, on parle déjà à cette époque d'un successeur à Yannick Noah. Il fait une demi-finale en 2008 à Roland-Garros. Là, t'es en tout début de carrière, tu te dis, la machine est lancée, il va remporter Roland-Garros, il va remporter un grand chelem. Bien, pas du tout. Sa carrière, c'est 3 finales en Masters 1000. Il a aucun Masters 1000. Aucun. Il a 3 titres en 500 et 10 titres en 250. Des performances parfois incompréhensibles, ridicules même. Je suis désolé de le dire comme ça, mais sa demi-finale en Grand Chelem, là, à l'US Open contre Novak Djokovic, alors qu'il fait un super tournoi. Il fait un refus de jeu sur la demi-finale. Il fait n'importe quoi sur les 2 premiers sets. Revoyez ces 2 premiers sets. C'est lunaire. Il gâche complètement le match. Il fait nimp. Une capacité à disparaître en Coupe Davis. Je me souviens de cet épisode où t'as Yannick Noah qui organise un premier tour là en Guadeloupe, qui est le pays de son papa. Ça va partir en bisbille, ils vont pas se comprendre, par médias interposés, ça va un petit peu se tracher. Il y aura toujours une espèce d'incompréhension entre Gaël Monfils et la Coupe Davis, parce qu'on le sait. Gaël, il détestait quand il était attendu, c'était un sketch à chaque fois, les semaines avant Roland-Garros, jouera pas, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est pas blessé, est-ce que c'est psychosomatique? Voilà, il était tout le temps attendu très fort à Roland-Garros, mais c'est un mec qui était là pour kiffer. En réalité, c'est un mec qui était là pour faire kiffer le public, il a tracé son sillon, il a creusé sa voie, mais je pense que c'est vraiment un gars qui aurait dû faire au moins une finale en Grand Chelem et au moins remporter 1, 2, 3 Masters 1000. Bon, certes, il est tombé en pleine période du Big Four, mais vu ses capacités, vu son potentiel, c'est clairement pour moi un talent gâché. Le 7e joueur n'est autre que Jean-Martin de la Poutrasse, le poulain argentin qui a gagné son Grand Chelem, et pourtant, comment ne pas évoquer Juan Martín del Potro comme un talent gâché, un talent brisé par les blessures. Quand on repense à Del Potro 2008-2009, on a ce Big Five en ligne de mire, avec Murray, Big Four,
et Juan Martín del Potro, un gars qui était destiné à être numéro 1 mondial, un gars qui était destiné à remporter plusieurs grands chelems. Del Potro qui termine sa carrière explosée, le genou, les poignets avant ça, bref, le gars c'est Dr Maboul, et en plus on apprend que son père l'a ruiné. Donc il termine sa carrière, il a quasiment plus de thunes, et des regrets plein la tête. Grande saucisse d'1m98, un coup droit fantastique, un coup droit c'est un marteau pilon le truc, une saison 2009 qu'il annonce comme un futur grand, cette US Open on va pas revenir dessus, mais demi-finale contre Nadal, il terrorise Rafa Nadal, en demi il explose, en finale il bat Roger Federer. Bon là t'as un pédigré, tu te dis bon voilà ça va être le nouveau gars, et bah pas du tout. Une carrière de comeback éternel, et pour ce joueur beaucoup de regrets. Quand on pense aux meilleurs joueurs de l'histoire à n'avoir jamais remporté de grand chelem, les OG pensent spontanément à Miloslav Mesić, joueur tchécoslovaque comme Ivan Lendl. Lui il vient de Slovaquie, un talent, alors si vous revoyez des images aujourd'hui, la façon dont il se déplace, la main, le toucher, c'est un gars ultra élégant, c'est un type qui fait 2 finales en grand chelem, qui les perd à chaque fois, qui se fait exploser par Ivan le Terrible. Il va quand même avoir de gros résultats, on pourrait même peut-être un tout petit peu le comparer à Zverev, parce qu'il fait médaille d'or aux Jeux Olympiques à Séoul, il remporte le WCT Finals contre John McEnroe en 87, une statistique qui resitue l'importance de Miloslav Mesić à cette époque, c'est qu'il mène 7-4 sur Mats Wilander, sur Prime Wilander, en le battant notamment à Wimbledon en 88, c'est sa seule défaite en grand chelem de la saison pour Wilander qui fera le petit chelem par ailleurs, et le problème de ce joueur c'est que déjà barré par Lendl, mais aussi un dos ruiné, un dos en compote. Il va arrêter sa carrière à 26 ans. Et quand tu compares le talent brut de ce joueur avec son palmarès, il y a un décalage. Le 5e joueur de ce top n'est autre que Ernest Gulbis, Lord Gulbis pour les intimes. Entre 2005 et la fin de sa carrière, un seul joueur a été capable de battre Roger Federer avant les quarts de finale, et cet homme se nomme Ernest Gulbis. Une puissance de feu hallucinante des deux côtés. Moi je me souviens de ce match à Rome en 2010 contre Rafa Nadal, j'étais devant en direct et je me dis, premier set, c'est quoi ce délire? C'est le seul gars que j'ai vu de ma vie qui est capable de mettre Rafa à 3, 4, 5 mètres de la balle sur terre battue. C'était n'importe quoi, des deux côtés. Il y avait un petit côté Marat Safin, je trouve, dans le charisme, dans cette puissance de feu. Le match qui sort aussi à Indian Wells en 2013 contre Rafa, c'est du très lourd. Contre Roger, c'était à Rome où il le bat à Roland Garros, s'il vous plaît. Donc on a quelques victoires de prestige, mais malheureusement en fait ce qui s'est passé dans la tête de Lord Gulbis, donc déjà c'est quelqu'un qui vient de la haute société lettonne, et puis je sais pas ce qui s'est passé avec son coup droit, il a complètement perdu confiance sur ce coup, et année après année il avait un seul objectif, c'était de rendre ce coup droit le plus improbable possible, et on va terminer, regardez ces images, avec le coup droit albatros de légende d'Ernest Gulbis. On espérait avec Gulbis assister à une carrière peu ou prou similaire à celle de Marat Safin, et au final on aura une carrière à peu près équivalente à celle de Nicolas Basilashvili. Le numéro 4 de ce classement est l'homme des asados, l'homme des barbecues argentins, l'homme à la bouée éternelle, j'ai nommé David Nalbandian. Passionné de rallye bien avant sa passion du tennis, un talent inimaginable. Inimaginable. Le revers de David Nalbandian, si vous avez connu à l'époque, vous savez de quoi je parle. C'est l'un des plus beaux, l'un des plus élégants, l'un des plus efficaces revers à deux mains de tous les temps. C'était une machine de guerre. C'est un joueur contre lequel Prime Federer avait un mal fou. C'est lui qui bat Prime Federer en finale du Masters en 2005. Un talent brut. Le Madrid 2007, je vous fais pas l'injure de vous rappeler ce parcours où il bat Nadal, Djokovic, Federer, en enfilade. Les 3 meilleurs joueurs du monde, le Big 3, c'est le seul de l'histoire à avoir réalisé ça. Mais à côté de ça, un joueur mentalement fébrile, fragile. Je me souviens de sa demi-finale à l'Open Australie là contre Marcos Baghdatis. Oh là 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 là. C'était pas bon. Mentalement, c'était pas bon. C'est un gars, malheureusement, voilà, il lui manquait ça. Mais le fait de n'avoir fait qu'une seule finale en carrière à Wimbledon, en tout début de carrière en plus, contre Lleyton Hewitt, c'est insuffisant. C'est pas normal. C'est un gars qui était tellement talentueux, et peut-être, on a parlé de Miloslav Mesić, mais lui, dans les meilleurs joueurs de l'histoire sans grand chelem, il est très haut. On arrive sur le podium de ce top 10 all-time, et les places sont très chères, et là, j'en ai bien conscience, c'est peut-être un choix clivant, j'ai choisi Monica Seles à la 3e position, parce que pour moi, c'est peut-être le plus grand what if de l'histoire du tennis, et je sais très bien ce que vous allez vous dire. 9 grands chelems, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, je le sais tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas un talent gâché. Eh bien si, c'est un talent gâché. C'est un talent gâché parce que cette joueuse, avec son talent, avec le chemin, la direction qu'elle était en train de prendre,
Elle devrait être dans la discussion de la plus grande joueuse de tous les temps. Avec Navratilova, avec Graf, avec Serena Williams. Pas avec Margaret Court, qui jouait des tournois de plage en Australie. Parce que Monica Seles, c'est 8 grands chelems avant ses 20 ans. 8. Pas 3, pas 2. 8. 8, c'est le nombre de grands chelems d'André Agassi. Elle, c'était avant ses 20 ans, c'était fait déjà. S'il vous plaît. Avant son attaque malheureuse, ça forcément vous connaissez, en avril 93, elle venait de remporter 7 des 9 derniers grands chelems. En sachant qu'elle perd à Wimbledon contre Steffi Graf en 92, et qu'en 91, elle joue pas le tournoi parce qu'elle est blessée. 7 des 9 derniers. Elle était clairement en train de prendre l'ascendant. Ça restait difficile sur gazon contre Graf, forcément, qui est une joueuse all-time sur surface rapide, mais elle était en train de prendre le truc. Elle était en train de dominer le circuit avant d'être fauchée en plein vol le 30 avril 93, qui est une date terrible dans l'histoire du tennis. Pour cette joueuse qui, en plus, là, elle a grandi dans un environnement, dans une région qui est très proche de celle de Novak Djokovic. Vous pouvez vous imaginer, quand elle revient sur le circuit, bah ça va pas du tout, quoi. En plus, elle va avoir des problèmes d'alimentation, quelques soucis d'anxiété, on peut l'imaginer. Elle fait quand même finale pour son tournoi de reprise, c'est à l'US Open en 95, contre Steffi Graf en finale, et en 96, à l'Open d'Australie, elle remporte son 9e Grand Chelem, qui est son 2e tournoi de reprise en Grand Chelem. C'est dingue, c'est dingue. Et derrière, malheureusement, voilà, des prises de poids, elle va jamais vraiment se remettre de ce truc-là, et c'est une carrière qui est fauchée en plein vol, c'est une carrière qui a été ruinée, qu'on le veuille ou non, parce que 9 grands chelems, pour cette joueuse-là, c'est pas ce qu'elle aurait dû laisser dans l'histoire du tennis. Elle aurait dû laisser 19, 20, 21, 22, elle était vraiment partie pour dévorer les années 90 et marquer au fer rouge le tennis féminin, ce qu'elle a fait, mais pas forcément de la manière dont on aurait souhaité qu'elle le fasse. Allez, on rebascule dans la légèreté avec les 2 derniers de ce classement, et le deuxième n'est autre que l'affreux Nick Kyrgios. Un talent insensé, une main, un toucher, une facilité au service de la connerie. Voilà, ça c'est Nick Kyrgios. Une préparation qu'on appellerait une préparation Call of Duty, une préparation Warzone, une hygiène de vie à la Vitas Gerulaitis, à boire des coups la veille des matchs, à s'en vanter, à dire « Hey, toi, la journaliste, je t'ai pas vu au pub hier ?» Bah si, ouais, c'était la veille de ton match contre Rafa là, à Wimbledon. Oui, aussi, ouais. Et tu buvais des coups jusqu'à 2h du mat. Voilà, Nick Kyrgios. Enfin, c'est une conception de son sport des années 60-70. C'est un Gerulaitis, c'est un Nastase. Rien à voir. Gars, rien à voir, mec, on est dans les années 2010, là. Ils ont tous leur œuf de récupération. Avec Djokovic, et toi tu bois des Guinness 5 heures avant tes matchs. C'est quoi le truc? Clairement un talent dans la raquette pour battre n'importe qui sur un jour donné, alors plus je trouve quand même sur 2 sets gagnants que sur 3 sets gagnants où on voyait les limites physiques de Nick Kyrgios. Alors il fait une grosse saison en 2022, il fait sa finale à Wimbledon sans gagner de demi-finale, on le rappelle parce que Rafa est blessé, mais j'ai regardé, c'est un truc de zinzin. Il a joué 32 matchs depuis la saison 2019, si on enlève la saison 2022. Et en fait, depuis 2019, il a joué 13 matchs par saison en moyenne. 13 matchs. Et la question qu'on peut se poser, c'est s'il s'était donné les chances, s'il s'était préparé physiquement, s'il avait tout donné pour être le meilleur joueur du monde, pour remporter un grand chelem, est-ce qu'il l'aurait fait avec son talent? Bah justement, c'est une question à laquelle on peut pas répondre. Parce que je pense que si Nick Kyrgios s'était vraiment concentré, s'était vraiment préparé à fond, à 100%, c'est un peu comme Benoît Paire, quoi. C'est des gars qui auraient été malheureux. Ils étaient pas faits pour ça. C'est des gars qui avaient besoin de conserver cette légèreté, cette part de folie, conserver une vie normale, faire la fête, voilà. Et je pense que Nick Kyrgios, talent gâché, évidemment, l'un des plus grands talents gâchés pour moi du XXIe siècle. C'est n'importe quoi ce qu'il avait dans la raquette. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Bah je sais pas, je vous pose la question. Et je pense que les plus malins d'entre vous l'ont compris, le GOAT des talents gâchés n'est autre que Bernard Tomic, Nanar Tomic. Il devait remporter Wimbledon, il s'est retrouvé dans une vidéo OnlyFans. Voilà comment on peut résumer la carrière, la vie même de Bernard Tomic, qui déboule sur le circuit avec une aura, avec une réputation, parce que c'est peut-être le plus grand junior de l'histoire, l'un des plus grands. Bon, il y a Stefan Edberg, je vous rassure, mais le GOAT de l'Orange Bowl, il débarque sur le circuit très très jeune, mais après voilà, il y a tellement de choses à raconter avec lui. Il y a son père qui est ultra problématique, John Tomic, qui avait dérouillé son sparring partner Thomas Drouet. Là, il y a des images qui sont complètement dingues. Le party boy par excellence, le gars en boîte de nuit, voilà, il est complètement dissipé. Surtout qu'il arrive en 2011, il fait quart de finale à Wimbledon, il a 18 ans. Il a 18 ans, il bat Soderling, il bat Davydenko, il se retrouve en quart contre Novak Djokovic, dans une très très grande saison, s'il vous plaît, 2011, on en a parlé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, il lui prend un set.
Et dans le 4e, on est à 7-5. Il fait vraiment un gros match. Donc là, les promesses, on est tous comme ça. On est au radar sur Bernard Tomic. On y croit à fond. Dans un style en plus un peu vintage, les coups droits fouettés comme ça. Il y a quelque chose qui dénote d'une certaine facilité dans son jeu. Ce qui va rester de Bernard Tomic, bah, c'est la phrase de légende. C'est quand il est éliminé en qualif de l'Open d'Australie 2018, il dit aux journalistes « M'en fous, je vais retourner chez moi, je vais aller compter mes millions ». Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais ma phase préférée de Bernard Tomic, elle intervient un tout petit peu plus tard. On est aux alentours du Covid, un peu après. Il va se prendre la tête avec Nick Kyrgios. Là, on est en mode double number. Sans déconner, et je sais qu'il y a eu un double number 2. On pourrait faire un double number avec Nick Kyrgios et Bernard Tomic. Ils étaient là. Ouais, j'ai gagné plus de millions que toi. Ouais, mais toi, t'étais fan de moi quand j'étais petit parce que Tomic était un peu plus précoce. Hein, il arrivait un peu plus tôt. Non, c'est pas vrai. On s'est retrouvés avec des stories, genre vas-y, on fait un match et tout, je te prends... Les gars, non mais on est au collège, vous avez 27 ans là, qu'est-ce qui se passe? Bref, pour moi, Jeff Daniels et Jim Carrey, c'est Bernard Tomic et Nick Kyrgios qui sont les deux plus gros talents gâchés, avec en plus une surcouche de bêtises, moi qui me régale. À vous de jouer maintenant, hein, je veux bien votre top 2, 3, 4, faites-vous plaisir, donnez-moi un ou deux noms si vous voulez, de talents gâchés comme ça, hein, qui vous vient spontanément à l'esprit. N'hésitez pas à pousser, à partager cette vidéo aussi autour de vous, des potes fans de tennis qui pourraient kiffer ce type de contenu, vous abonner également, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à Wally d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésite pas à retrouver mon lien en description et en commentaire épinglé, tu pourras découvrir leur offre, tu as de l'Ice Tea, Milkshake, énergie, hydratation, et je suis persuadé que tu vas trouver ton bonheur parmi ces 4 offres.